Aujourd'hui, on parle de productivité en affaires avec le marketeur québécois Olivier Lambert. Bienvenue à l'épisode 39 de l'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 39. Et aujourd'hui, je suis très fier de recevoir Olivier Lambert, le marketeur québécois, lequel on a l'habitude de voir nous parler plus spécialement de publicité Facebook ou encore de production, création de contenu. C'est surtout dans ces sujets-là qu'on a l'habitude de le voir publier du contenu sur les médias sociaux ou encore sur son site Internet. Mais lors de sa dernière formation, qui est une formation justement sur la création de blogs, Olivier a décidé de lancer un blog de zéro pour montrer aux gens comment ça fonctionnait et échanger également les statistiques avec les gens par la suite, les statistiques suite à la création de ce blog-là, comment faire la promotion, etc. Et le sujet qui avait été choisi pour lancer ce blog-là, pour le bâtir et par la suite le lancer, c'était un sujet sur la productivité. Alors Olivier a décidé d'écrire un livre sur le sujet, en partageant l'ensemble des trucs qu'il a pu découvrir et expérimenter tout au long de sa carrière d'entrepreneur jusqu'à maintenant, mais également pour être capable de lancer ses formations et tout ça, ça prend une certaine rigueur. Et Olivier a donc par la suite décidé d'écrire un livre sur le sujet et de le publier. Il est d'ailleurs tout chaud et la version papier va être disponible dans quelques semaines, alors vous pourrez jeter un œil à ce niveau-là. Donc, Olivier va nous entretenir sur la productivité durant cette entrevue-là. Alors, si vous avez deux entrepreneurs dans votre réseau que vous pensez qui pourraient être intéressés par le sujet du jour, qu'on va parler de la productivité avec Olivier, alors gardez-les en tête tout au long de cette entrevue-là et à la fin de l'entrevue, rendez-leur service et partagez-leur l'entrevue avec Olivier Lambert pour qu'ils puissent découvrir peut-être Olivier, mais aussi qu'ils puissent découvrir les trucs sur la productivité qu'Olivier va nous partager dans cette entrevue-là et par la suite pouvoir les mettre en pratique pour être plus efficaces dans leur vie d'entrepreneur. Alors, je vous laisse à l'entrevue avec Olivier Lambert et je vous reviens tout de suite après. L'Accélérateur est une présentation de Production Extrême. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'Accélérateur au marcobernard.ca/extrême. Alors, on est avec Olivier Lambert. Merci énormément, Olivier, d'avoir accepté d'être sur l'Accélérateur aujourd'hui. C'est très, très apprécié. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi de me recevoir sur ton accélérateur. Olivier, je te laisse quelques secondes, quelques minutes pour te présenter et dire ce que tu fais dans la vie. Alright, écoute, donc mon nom c'est Olivier Lambert, je suis un jeune entrepreneur, j'ai 26 ans aujourd'hui, et puis j'ai lancé une entreprise qui s'appelle La Tranchée, qu'en fait c'est une communauté en ligne, un site web qui soutient les entrepreneurs et marketeurs pour être capable de lancer leur entreprise. Donc, on a un forum de discussion où les gens peuvent venir poser n'importe quelle question. Il va y avoir d'autres experts qui vont participer, qui vont répondre à ces questions-là. Je pense même que, Marco, tu es membre de La Tranchée. Tu as aidé quelques personnes au cours des derniers mois. Et puis, fait qu'on a ça, on a une partie communauté, on a une partie cours en ligne où on a un portail de cours, un espace membre qui va regarder vraiment les essentiels du marketing numérique. Comment, c'est quoi la différence entre WordPress et Wix, c'est quoi les différents langages de programmation, le marketing par courriel, les landing pages, toutes les stratégies de base, on couvre ça pour donner vraiment là, un bon coffre d'outils aux gens. Et ce projet-là, La Tranchée, en fait, est issu de mon blog personnel que j'ai commencé en 2012, qui était simplement olivierlambert.ca, où je partageais les différents contrats que j'avais en termes de marketing en tant que freelance. Et de fil en aiguille, ben là, j'ai été travailler chez Voyage Arabais pendant un certain temps. On a géré des millions et des millions en publicité. C'était vraiment le fun, une belle expérience formatrice. Et puis,
Suite à ça, j'ai décidé de lancer mon entreprise où ce que j'offrais, bien sûr, des cours en ligne, de la formation sur principalement la publicité Facebook, comment lancer son blog, le marketing par courriel, et j'ai évidemment tout consolidé ça maintenant à l'intérieur de la tranchée. Fait que c'est pas mal ça. Et puis, ma dernière formation, en fait, c'était comment être capable de créer un blog profitable. Et dans le cadre de cette formation-là, j'ai démarré un nouveau blog à partir de zéro. Et ce blog-là, il s'appelle Double ta valeur. C'est un blog sur la productivité où j'enseigne aux gens, je donne tous mes meilleurs trucs pour être capable d'accomplir plus en moins de temps possible, de conserver son énergie pour qu'est-ce qui est vraiment utile, d'apprendre à négocier pour savoir qu'est-ce qu'on vaut et gagner qu'est-ce qu'on vaut, et vraiment de reprendre contrôle de sa vie et de décider soi-même de sa contribution à la société. Parce que souvent, on va travailler quand on est un employé, c'est ton patron qui va te dire exactement quoi faire et bien souvent, ton patron, il n'est pas très bon pour prendre des décisions qui vont optimiser ton temps. Donc, comment faire, soit en tant qu'entrepreneur ou soit en tant qu'intrapreneur quand tu es un employé, de reprendre contrôle de ces tâches-là qu'on te donne pour te permettre de maximiser ton apport, bien sûr, à ta compagnie, à la société, pour, bien sûr, avoir des meilleures conditions de vie, meilleurs salaires, etc. Fait qu'on a écrit un livre, en fait, dans ce blog-là. On fait un blog pour promouvoir le livre. Et le livre, on l'a écrit sur une période d'environ 1 an. Là, on vient tout juste de le terminer. Il est disponible en e-book présentement. Il va bientôt sortir en version papier. On va faire un petit événement Facebook Live là, pour être capable d'annoncer ça. Vous pouvez aller regarder ça sur Facebook. Donc, la page, c'est Double ta valeur. Et puis c'est comme mon bébé là, que je viens tout juste de sortir. C'est vraiment long. Écrire un livre, beaucoup plus que je pensais. Ah oui? Ah oui, c'est beaucoup de travail. Et c'est très ironique à cause que c'est un livre sur la productivité. Et je parle aussi de la résistance, que des fois, ça ne te tente pas de travailler sur quelque chose, mais il faut que tu te forces pour être capable de travailler dessus. J'ai eu énormément de résistance à écrire ce livre-là. Mais j'ai suivi mes propres conseils et puis j'ai quand même, j'ai pas lâché la patate. Et honnêtement, c'est excessivement rewarding. Tu es très, très fier quand tu es capable de finir un projet qui a cette ampleur-là. Fait que c'est vraiment le fun. Alors, c'est clair. D'ailleurs, dans ce livre-là, tu parles à un certain moment de la capacité qu'ont les gens d'abattre certaine charge de travail durant la journée, puis que souvent, on arrive à la fin de la journée, puis on a comme l'impression qu'on n'a rien fait, ou en tout cas, à tout le monde, on n'a pas été capable de faire tout ce qu'on voulait faire pendant la journée. Puis, à un certain moment, tu parles de l'état de flow. C'est un concept que tu parles dans ton livre. Explique-nous ça, puis dis-nous comment ça peut nous aider à justement essayer d'abattre un peu plus de travail dans le courant de notre journée. Donc, le flow, c'est un concept qui a plusieurs titres. Ça dépend à qui tu parles. Il y en a qui vont appeler ça le flow. Il y en a qui vont appeler ça un état de peak performance, donc de performance maximale. Il y en a d'autres qui appellent ça du deep work, donc du travail profond. Ça se traduit vraiment mal. Donc, tout dépendant de qui tu vas parler, ils vont mettre une différente étiquette, mais ça veut tous dire la même chose. C'est que, tu sais, là, des fois, tu es en train de faire une activité et tu te fais complètement absorber par cette activité-là et le temps semble passer comme tu t'en rends même pas compte. Ça fait 4 heures que tu es en train de travailler sur quelque chose. Tu as été complètement absorbé, tu es super concentré, tu es vraiment beaucoup plus performant, beaucoup plus efficace, beaucoup plus créatif et tu apprends beaucoup plus vite lorsque tu es dans ce mode-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle être en flow. Il y a eu une tonne d'études qui est sortie là-dessus. Il y a plusieurs livres qui existent sur le sujet. Imagine là, que le flow, c'est un peu l'équivalent naturel à ce que Tony Montana pouvait ressentir à la fin du film de Scarface lorsqu'il s'écrasait la tête dans une montagne de cocaïne alors que des Cubains, je pense que c'était des Cubains, rentraient chez lui pour le tuer. Allez regarder cette scène-là sur YouTube. Qui va être bien sûr dans les notes du podcast. Oui, tout à fait. Donc, quand tu es en état de flow, tu es plus créatif, tu travailles plus rapidement, tu n'hésites pas entre tes idées, il n'y a pas d'incertitude dans qu'est-ce que tu dis, dans tes mouvements, dans tes actions, et tu es beaucoup plus confiant. Donc, définitivement, si tu es capable de passer plus de temps en flow au quotidien, tu vas être capable d'être beaucoup plus productif au quotidien. Donc, l'idée, c'est d'optimiser ton environnement de travail, optimiser la structure de tes tâches pour faire en sorte que tu sois capable d'être en flow. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a plusieurs déclencheurs qui vont
qui te permettent de rentrer en flow, et d'autres choses qui vont te sortir du flow. Fait que c'est autant de maximiser la facilité d'être en flow que d'empêcher les gens de te sortir du flow. Et je pense que la chose la plus qui me fait capoter le plus, c'est la notion du multitâche et du travail d'équipe. Plus en plus, les gens travaillent dans des espaces ouverts en pensant que faut tout qu'on fasse main dans la main comme si on était un nouveau couple et qu'on n'est plus capable de se lâcher. S'il y a bien une chose que tu veux faire pour être capable de jamais être en flow, c'est bien ça. Tu ne peux pas être en flow quand tu as à faire dans ce genre d'environnement-là. C'est-à-dire que oui, tu peux être en flow quand tu es dans une équipe de basketball, ou de baseball ou de hockey ou peu importe. Chacun des joueurs sait exactement qu'est-ce qu'il doit faire et l'ensemble de l'équipe travaille en synergie de façon indépendante mais complémentaire pour atteindre un but. Right. Ça fonctionne très, très bien. Sauf que lorsque tu travailles à côté de quelqu'un qui se retourne à toutes les 15 minutes pour te dire « Hey, puis comment ça s'est passé ta fin de semaine? Ou est-ce que tu as vu ce superbe gif de chat? » Eh bien, tu es sûr à 100% que de ne pas être capable de rentrer en flow à cause que ça prend peut-être, je dirais, 30 à 45 minutes à se laisser arriver dans cet état-là. Fait que si quelqu'un te coupe, bien, ça reset le timer. Fait que c'est important de pouvoir travailler sans se faire déranger, sans interruption. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense, qui est la plus toxique et la plus nocive, c'est le fameux mythe du multitâche. On pense tous qu'on est capable de faire plusieurs choses à la fois. Et ce qui est très, très ironique, c'est qu'ils ont fait un sondage, je ne me rappelle plus exactement c'est qui, là, mais c'est marqué dans le livre. Ils posaient la question aux gens à savoir s'ils s'évaluaient eux-mêmes comme étant bons ou pas bons pour faire du multitâche. Et ce que l'étude a trouvé, c'est que personne n'est bon pour le multitâche, sauf peut-être 0,1% de la population, puis c'est probablement une erreur statistique. Ou des femmes. Ou des femmes qui disent toujours qu'ils sont bons à faire deux choses en même temps. Mais même les femmes ne sont pas meilleures que les hommes. Donc, dans le livre, tu fais effectivement la mention que d'abord, on s'excuse auprès des femmes, mais il n'y a personne qui est bon en multitasking. Donc Exactement. Peut-être qu'ils sont moins pires. Ouais, voilà. OK, peut-être. OK, allons-y comme ça. Mais ils ne sont pas bonnes. Fait grosso modo, là, le multitâche, c'est vraiment la pire des choses. Et puis, même les gens qui disent qu'ils sont bons pour faire du multitâche, ce que l'étude s'est rendu compte, c'est qu'ils étaient actuellement pires que les autres pour faire du multitâche, ce que j'ai trouvé excessivement ironique. Arrête de te faire déranger par les autres, arrête de faire quelque chose en même temps, ferme l'ensemble des distractions que tu peux avoir et travaille sur qu'est-ce que tu as à faire. Puis ce qui est trippant dans ton livre, c'est que tu donnes un paquet de trucs sur comment, justement, essayer de diminuer le plus possible ces espèces de distractions-là que tu peux avoir. Et quand tu dis là 30 à 45 minutes, là, j'ai lu un peu la même chose, moi aussi, de mon côté. Il y a vraiment un long laps de temps que tu as à rentrer dans ta bulle puis à être vraiment dans ton état de flow, si on peut dire, là, comme tu dis dans le livre. Mais après ça, tu as comme un 60 à 90 minutes. Là, on s'entend, les études ne s'entendent pas nécessairement sur ça, mais il y a comme un 60 à 90 minutes que tu es vraiment dans ton pic de performance. Et puis, si tu n'es pas dérangé, tu peux abattre comme ce que tu vas faire dans une journée complète, mais en l'espace de 60 à 90 minutes. Mais ce qui est intéressant dans ton livre, c'est que tu donnes un paquet de trucs pour justement diminuer ces choses-là. Puis, il y a une des choses que tu parles, un outil que tu parles qui s'appelle « Go fucking work ». Ouais. Parle-nous de ça, j'ai trouvé ça très drôle. Donc, c'est une extension Google Chrome que tu es capable d'installer sur ton navigateur. Et ça fait en sorte que lorsque tu t'en vas sur Facebook, ça enlève toute la page Facebook et ça remplace tout ça par un beau message « Go fucking work ». C'est pour t'empêcher d'être capable de te faire distraire par des choses qui ne sont pas réellement importantes. Parce que, écoute, pour être plus productif, là, il y a une des variables qui est très, très simple à maîtriser, c'est la quantité de temps que tu passes à travailler. Tu ne peux pas travailler 24 heures par jour, ça ne se fait pas, c'est inhumain. Sauf que il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'entre nous, puis même moi, tu sais, je veux dire, je suis coupable de ça aussi, on se laisse distraire là, par une espèce de loop. Tu sais, il y a comme tu vois une notification sur ton téléphone, puis là, tu cliques dessus, puis là, tu es rendu sur Facebook, puis là, tu cliques sur un article sur Facebook, puis là, il y a une autre notification, tu es rendu sur Instagram, puis là, il y a quelqu'un qui te parle sur Snapchat, puis tu te fais aspirer, man, par ce vortex de distraction-là qui est ton téléphone puis les médias sociaux. Fait que ça prend des outils pour être capable de se défendre contre ça. Ça me fait penser, il y avait Herman Melville qui a fait Moby Dick, qui est l'écrivain. Lui, il était vraiment la pire
merde pour la procrastination. Il n'était pas capable d'écrire ses ouvrages. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il demandait à sa femme de littéralement l'enchaîner chaque jour à son bureau jusqu'à ce qu'elle ait fini d'écrire un quota de pages prédéterminé avec sa femme. Fait que ça, c'est quand même intense. Puis c'est pas le seul. Victor Hugo faisait la même chose quand il a écrit Le Bossu de Notre-Dame puis Les Misérables. Il s'enfermait tout nu dans son bureau, puis il donnait son linge à sa servante, puis il disait « Tu vas juste me redonner mon linge à telle heure. » Fait qu'il était obligé de passer toute la journée à écrire puis à travailler. Fait que eux autres, dans ce temps-là, il n'y avait pas les médias sociaux. Maintenant, nous, on les a. Fait que ça nous prend des techniques pour être capable de vaincre les distractions. Mais imagine, même eux autres avaient ce genre de stratégie-là pour être capable de go fucking work. Ouais, c'est ça. On est vraiment dans un air où on a accès à 100 000 informations au bout du doigt en l'espace de quelques millisecondes. Donc, c'est sûr que ça nous prend certains trucs là-dedans. Tu parlais de procrastination. Tu en parles aussi dans ton livre. À la fin, au bout du compte, là, ce qui se dit dans ton livre, c'est arrête, là, botte-toi le cul, puis fais-le. Là. Autrement dit, là, c'est un peu ça que tu racontes dans ton livre, mais parle-nous un peu de ça, la procrastination. Tu disais tantôt que ça a été difficile d'écrire ce livre-là. Probablement qu'il y avait un peu de ça dans l'écriture de ton livre aussi, j'imagine. Bien, définitivement. En fait, dans mon livre, j'essaie de vulgariser un peu qu'est-ce que Steven Pressfield a dit dans son merveilleux livre qui s'appelle War of Art, qui est tellement bon. Et lui, ce qu'il disait, c'est tout simplement, il a introduit le concept de la résistance. Et la résistance, c'est une force insidieuse à l'intérieur de tout individu qui veut juste l'empêcher de faire quoi que ce soit. Il veut préserver l'énergie, il veut rien faire le plus possible, il veut saboter la personne pour pas qu'elle s'expose à la critique, pour pas qu'elle prenne de risques, pour qu'elle conserve son énergie le plus possible, qu'elle en fasse le moins possible. Et la résistance est insidieuse. Elle va te mentir, elle va te manipuler. C'est une espèce de mécanisme de protection, autrement dit. Exactement. Nos rationalisations, on va méprendre la résistance pour être nous-mêmes. Des fois, on va s'en rendre compte qu'on a des voix dans notre tête qui sont comme pas nécessairement bonnes pour nous, mais on se dissocie pas nécessairement de ces pensées-là, alors qu'on devrait le faire. On n'est pas nécessairement malade mental à cause qu'on se dissocie de certaines de nos pensées. Je veux dire, moi, je pense des choses absolument atroces à tous les jours. Ouais. Ça veut pas dire que je suis une mauvaise personne. Non. Je regarde les nouvelles, là, puis si on avait une machine là, qui pouvait entendre tout ce que je pense, il avait fait un épisode de South Park là-dessus, d'ailleurs, ce serait pas très, très, très joli. Bref. On en a des bribes des fois sur les médias sociaux, Olivier. On en a des bribes sur les réseaux sociaux, mais ça, c'est très censuré. T'écris, t'effaces, tu y penses. Oui. T'essayes de condenser ta pensée là, pour avoir le maximum d'impact possible, tout en étant socialement accepté. Oui, je comprends. On est dans la bonne semaine pour parler de ça, en plus. Exact. Donc, fait que c'est ça, le flow. Plus que c'est important, plus que la résistance va être forte. Et quand tu as un projet qui te tient à cœur, tu peux être certain à 150% que tout va soudainement devenir plus intéressant que ce que tu as à faire. Ça peut être à cause... Puis ça, c'est souvent du pseudo-travail qui va venir prendre cette place-là. Mettons, je vais donner un exemple. J'avais une de mes amies que elle, ce qu'elle voulait, c'était se partir une business sur... je pense que c'était en lien avec les tatoueurs. Et puis, elle s'était fait un compte Instagram et voulait faire grossir de façon organique son compte Instagram. Bon. Toi, tu fais de la gestion de médias sociaux, je fais de la gestion de médias sociaux. Entre toi et moi, on sait que ça ne prend pas 2 heures pour faire un post Instagram. Sauf que, à cause que ça ne tentait pas de travailler sur ce qui était vraiment important, c'est-à-dire contacter des tatoueurs au téléphone pour leur demander si son service ou son produit était bon pour eux autres, à place de faire ça, elle s'est dit non, il faut que j'aie une brand avant. Il faut que j'aie tant de followers avant. Il faut que j'aie tant de posts sur les médias sociaux avant. Il faut que j'aie un site web avant. Je ne sais pas comment faire de site web. Fuck. Il faut que j'aie un logo avant. Il faut que j'aie le nom de mon entreprise avant. Tu te mets à te mettre plein d'autres morceaux de travail qui, oui, potentiellement, pourraient qualifier comme étant du travail. Sauf que où est-ce que tu en es maintenant, tu n'en es pas encore rendu là, ou c'est pas du travail qui va procurer de la valeur. À cause que l'objectif derrière ça, c'est d'être productif. C'est quoi d'être productif? C'est de produire de la valeur. Et il y a certaines choses que tu es capable de faire aujourd'hui qui vont apporter beaucoup plus de valeur que d'autres choses. Puis dans l'exemple là, de bâtir un compte Instagram, ça se peut que dans 1 an et demi, à ce moment-là,
Bâtir une présence sur Instagram, ça devient instantanément la chose qui va apporter le plus de valeur. À cause que tu as l'infrastructure qui va permettre à cet objet-là, à cet asset-là, de générer la valeur. Sauf que vu que tu n'es pas encore rendu là, ben ça ne sert à rien. Il faut que tu fasses les choses dans l'ordre. Et les choses dans l'ordre, ça dit, prends le téléphone, puis passe les appels. Il y a un autre livre en productivité qui est en anglais qui s'appelle « Eat That Frog ». Et j'adore le titre. J'adore le titre à cause que ça encapsule exactement cette idée-là. Il faut que tu manges le crapaud. Il faut que tu fasses cette affaire dégueulasse que ça ne te tente pas de faire, mais que tu sais qu'il faut que tu le fasses. Bon, c'est sûr que dans le cas du crapaud, on n'a pas besoin de manger de crapaud. Hein? On essaye que non. C'est pas... Quoi que l'Halloween s'en vient. Sinon, ouf, ouais. Ouais, c'est ça. Dans un autre chapitre, Olivier, tu nous parles d'optimisation des processus. C'est un item qui est pratique pour améliorer ta productivité. Mais là, je veux pas que tu nous racontes le livre au complet, mais peux-tu nous donner un petit peu donne-nous l'eau à la bouche un peu sur qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre-là? Ben moi, je suis un geek majeur. Là. Fait que j'ai 26 ans, je suis super geek. Puis là, moi, je rentre sur le marché du travail. Puis là, je vois plein de personnes qui ont des processus qui ont été inventés dans les années 80, là, solidement. Les gens, dans la grande majorité des entreprises, j'ai travaillé au gouvernement aussi. Au gouvernement, c'est comme intense, là. Où est-ce que les gens, je vais dire, hey, peux-tu me sortir la liste d'emails pour telle affaire? Puis là, ils vont me l'imprimer sur une feuille de papier. Oui. Puis là, je suis comme, ben là, c'est quoi, faut que je la retape dans mon ordinateur? C'est quoi, là? Je comprends pas. Et les gens, il y a beaucoup de ces processus-là qui sont, bon, peut-être pas aussi ridicules de ce que je viens de dire, mais il y a des processus qui restent en place à cause que c'est juste la façon que tout le monde a fait les choses tout le temps. Fait qu'on ne prend pas nécessairement la peine de remplacer puis de mettre à jour ces méthodes de travail-là. Et puis moi, ben, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur quand j'arrive. Je suis quelqu'un d'excessivement paresseux. Fait que si je suis pour travailler puis faire quelque chose et que tu me dis qu'il faut que je fasse un marathon pour finalement juste être capable de parcourir 2 km, là, mais à cause du détour, ça en fait 40, ben je vais faire comme, ben là, on peut-tu trouver quelque chose de mieux. Puis là, il y a plusieurs façons d'optimiser ces processus-là. Je parle, entre autres, des différents logiciels qui existent pour être capable d'automatiser 90% des tâches. Tu sais, la tranchée, ça fait 1 an que c'est sorti. Marie-Pierre vient de faire son espèce de bilan annuel. Et puis, justement, dans cet article-là, elle dit qu'elle n'en revient pas. On est une équipe de 2. Puis, si elle se fie à son expérience de travail antérieure, ça aurait pris une équipe de 5-10 personnes pour être capable de faire le même output de travail que nous, à cause qu'il n'y a aucun bottleneck, il n'y a aucun entonnoir avec un choke point, avec un endroit qui ralentit les processus. Tout est fluide, tout est automatisé, tout se fait facilement, simplement, autant au niveau de la facturation, de la gestion des leads, de la gestion des courriels, de la capture. Fait que si tu es capable d'automatiser ton travail, une bonne partie du travail, ça va te permettre de faire d'autres choses avec ton temps de travail. Mettons que je me mets à la place d'un employé, tu as une semaine de 40 heures, tu es capable de te libérer 20 heures. Eh bien ça, ce 20 heures-là, tu es capable de l'investir au sein de ton entreprise pour compléter un projet pour ton entreprise, qui ce projet-là, tu vas pouvoir le mettre dans une espèce de portfolio de projets que tu as complété à travers le temps. Et c'est une suite de projets comme ça que tu vas compléter qui va te permettre de te démarquer sur le marché du travail, qui va te permettre de commander des salaires plus élevés et qui va te permettre de un peu envoyer chier ton boss parce que tu sais que tu livres les résultats puis que probablement que tu as généré plus de valeur que lui dans l'entreprise puis que si jamais il y a une rencontre d'équipe qui se fait, ben, tu as juste à pointer en vers les résultats. Puis tu sais, ça te permet d'être cocky un peu. Oui. À moins que le boss... D'être confiant. À moins que le boss ait lu ton livre aussi. Ouais, ben là, si le boss a lu mon livre, il va être vraiment content que tu prennes toutes ces initiatives-là. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, dans le livre, à la fin, on parle de négociation de salaire et je dis quelque chose qui est assez bold. Parce que normalement, dans une négociation de salaire, tu vas aller chercher quelque chose entre 2 et 5 % d'augmentation, 5 % étant très, très bon, 2 % étant, ben, je te donne l'augmentation du coût de la vie, puis si tu es en bas de ça, ben, tu as basiquement une réduction de salaire. Eh bien, moi, ce que je dis, c'est à chaque année, tu devrais essayer de cibler environ 10 % d'augmentation. Et 10 % d'augmentation, à première vue, c'est vraiment pas beaucoup. Tu sais, dans le sens que tu vas faire comme, ben là, si je gagne 16 $ à l'heure, tu vas m'augmenter d'1,60 $, mais c'est pas ça qui va changer ma vie vraiment.
Sauf que l'affaire, c'est que overtime, faut pas que tu vois ça sur une année, faut que tu vois ça sur 10 ans. Puis 10% d'augmentation sur 10 ans, ça fait une augmentation assez intense. Sur 10 ans, un salaire de 16 de l'heure, ça se transforme en 37 et 73 Fait que tu passes de 33 000 à 126 000. Sur 20 ans, c'est 200 000. Exact. Fait que c'est... Puis ça, tu vas pas être capable d'avoir une augmentation aussi élevée que ça en restant dans les mêmes tâches que tu fais. Fait que ta capacité à être augmentée est un peu ton espèce de baromètre de savoir est-ce que tu travailles réellement sur des projets qui génèrent de la valeur et qui sont importants ou tu restes pris dans des tâches à basse productivité et tu n'es pas capable d'en sortir. Fait que dans le fond, ce que tu dis, c'est qu'il faut pour ceux qui sont des employés qui vont lire ton livre, c'est mieux qu'ils ne donnent pas ce livre-là en cadeau à leur boss parce qu'ils vont ils vont être en mesure de connaître les stratégies de négociation par la suite, là. Ben c'est sûr que parce que le livre est structuré en 3 parties. La première partie, c'est quoi faire. Donc, c'est quoi les activités qui ont un gros retour sur investissement puis qui va faire en sorte qu'une heure va équivaloir à 10 heures de quelqu'un d'autre. Et ensuite de ça, comment le faire? Comment faire en sorte que ton travail là, que tu as décidé que tu allais faire, qui est excessivement productif, comment le faire le plus rapidement possible? Et finalement, la 3e partie, c'est comment être capable de convaincre ton organisation d'embarquer avec toi, de te déléguer des tâches importantes et finalement, bien sûr, de négocier ton salaire. Et là, on parle pendant 30-40 pages là, des différentes techniques de négociation qui, si ton patron ne les connaît pas, c'est correct. Tant mieux pour toi. OK. Fait que dans le fond, tu y vas avec la version numérique, puis tu y livres juste les 2 premiers chapitres, c'est ça? Les 2 premières parties. Exactement. Okay, exactement. Bon. La dernière, là, il ne faut pas vraiment qu'il livre. Olivier, quand je reçois des invités sur l'accélérateur, je leur demande toujours un truc d'accélération sur le sujet du jour. On parle de productivité dans ta vie professionnelle aujourd'hui. Il y a une multitude de ressources dans ton livre. Tu en as déjà parlé, tu en as déjà énuméré quelques-unes. Lance-nous un autre comme ça, quelque chose qui a vraiment changé ta façon de penser au niveau de la productivité, par exemple. Bon. Je te dirais que c'est pas un outil. Tu sais, un outil, là, très rapidement, ce que je te dirais, c'est Zapier, qui est l'outil de productivité numéro 1. Si tu n'as pas un compte Zapier, va t'en faire un, parce que je sais pas ce que tu fais sinon. À part de ça, un concept qui a changé ma façon de voir la productivité, c'est la loi de Parkinson. La loi de Parkinson, c'est pas la maladie qui fait en sorte que tu checkes, là. C'est plutôt un principe qui dit qu'une tâche donnée va se complexifier pour être capable de remplir le temps qu'on lui alloue. C'est-à-dire, si je te donne 7 jours pour écrire un email, eh bien, ça va te prendre exactement 7 jours pour écrire un email. Fait que, sauf que, en fait, écrire ton email, ça devrait prendre 5-10 minutes. Ça dépend c'est quoi, là, mais de règle générale... Probablement que 7 minutes ont lancé au lieu de 7 jours. Exactement. Et puis, moi, j'ai travaillé dans une maison des jeunes. C'est un exemple qui est un peu niaiseux, mais quand j'étais aux études, j'ai travaillé là pendant 5 ans et il y avait une coordonnatrice c'est une personne qui avait 45-50 ans, je ne me rappelle plus exactement. Et c'est à elle que je pensais, j'espère qu'elle ne va pas écouter le podcast, mais c'est à elle que je pensais quand j'ai écrit ce chapitre-là, parce qu'elle prenait une semaine pour écrire un email. C'est littéralement vrai, là, c'est pas des blagues. Et puis, quand on est étudiant, on a un trimestre pour être capable d'écrire un travail d'équipe. Et qu'est-ce qui se passe systématiquement dans les 48 dernières heures? C'est là que 100% de la job se fait. Et finalement, tout le long, on est comme « Ah, je suis en train de réfléchir à mes concepts, je suis en train de penser, je suis en train de méditer là-dessus. » Mais finalement, on ne fait rien, puis tout se fait dans la dernière semaine. Donc, l'idée de la loi de Parkinson, c'est de remettre les pendules à l'heure et de dire ton travail d'équipe, là, tu vas pas. Oui, OK, il faut que tu le remettes telle date, mais tu as exactement une semaine pour le faire. Et tu agis, tu splits tes tâches à chaque jour en faisant ton plan pour que ça prenne une semaine. Et la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est qu'actuellement, ça va prendre 2 fois plus de temps. Fait qu'à la place de prendre une semaine, ça va te prendre 2 semaines. Sauf qu'en te donnant une semaine comme objectif, ça fait en sorte qu'à la place de te prendre un trimestre au complet, ça te prend 2 semaines. Puis tu as vraiment donné le meilleur de ce que tu étais capable de donner sans perdre ton temps puis sans complexifier inutilement les processus. Et je vais expliquer pourquoi que les gens complexifient les processus. Très, très simple, c'est une question d'ego. Mettons que toi, tu te fais donner une job et dans ta job, justement, il faut que, que tu mettes un article en ligne sur un site WordPress. Peu importe. Une tâche qui est très, très simple. Ça prend 15 minutes, gros top. Sauf que
t'as tellement rien à faire dans ta job qu'on te donne toute la journée pour être capable de faire ça. Mais là, toi, là, est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu aimes mieux dire? Est-ce que tu aimes mieux dire que tu t'es fait donner une tâche importante et que chaque petit détail et chaque petit élément est excessivement important, que l'image doit absolument contenir ces 4 éléments-là, que ton URL doit exactement être structuré de cette façon-là, que la largeur de ton texte doit être de tant de pixels et que tu dois absolument avoir du bleu et du vert au moins 4 fois dans ton texte pour que ça soit beau. Genre, est-ce que tu aimes mieux penser que la tâche qui est simple qu'on t'a donnée est excessivement complexe pour être capable de le valider puis de penser que tu es une personne importante qui a un travail important, ou juste te rendre compte que, ben non, tu fais juste mettre un fucking texte sur un site WordPress puis que ton travail n'est pas important puis que tout le monde s'en fout puis que tu pourrais ne pas le faire puis que ça n'aurait pas d'impact. Qu'est-ce que tu aimes mieux dire? C'est clair. Je pense que c'est le premier scénario. Fait qu'à la place de prendre le premier scénario, moi, je te propose une alternative qui est le troisième, qui est prends 15 minutes pour faire ça, puis le reste de ta journée, prends le contrôle de ton 7h45 qui te reste pour décider toi-même de la contribution que tu vas faire à la société et à ton entreprise. Mais installe Go Fucking Work pour pas te ramasser sur Facebook en train d'écrire des posts de chats, par exemple. Entre autres. Olivier, il y a une partie que j'ai ajoutée récemment sur les entrevues de l'accélérateur qui s'appelle les questions de la pédale au fond. Puis c'est des questions surprises. J'en ai 3. C'est souvent des questions qui proviennent soit de l'entrevue qu'on a fait ensemble ou soit de ton parcours entrepreneurial. Donc, comme je te suis depuis un certain temps, il y a une couple de trucs que je connais de toi. Donc, je te lance 3 questions surprises que tu connais pas à l'avance. Parfait. T'as un nouveau podcast qui a été lancé récemment, toi aussi, de ton côté. Yes. C'est qui tes 3 prochains invités? Oh my God. Je ne sais pas. Ils sont tous déjà tournés d'avance. Je ne sais pas dans quel ordre je vais les relancer. Je sais que là, j'ai Stanislas Leloup qui va être là la semaine prochaine. On l'a eu cette semaine. Lui, il nous explique comment il a réussi à avoir ses 50 000 premiers abonnés sur YouTube en moins d'1 an. Vraiment très, très bon stock. Lui aussi, il a un podcast d'ailleurs. Oui. Ça a été le premier podcast sur lequel j'ai participé. C'est un gars super sympathique, un très, très bon marketeur. L'autre personne après, je crois que c'est Alexandre Vanier de l'entreprise Poche et Fils. Donc, Poche et Fils, c'est une entreprise québécoise qui vend des chandails où on peut personnaliser la poche. C'est une entreprise qui est très, très humoristique à cause que, bon, on a des slogans « à chacun sa poche ». Ouais. Tu sais, comme des jeux de mots poche avec le mot poche. Borderline grivois, là. Ouais, OK. Ouais, c'est ça. Donc, lui, il va venir nous parler sur le podcast comment lancer un e-commerce, comment est-ce qu'ils ont fait pour être capable de scaler à 3,5 millions de chiffre d'affaires, je crois qu'ils sont rendus. Fait que super intéressant. Ensuite de ça, je crois que j'ai Martin Latulippe. Ah ouais. Non, j'ai Alexandre Paquet qui va venir avant Martin. Martin, lui, ça va être plus vers janvier. Fait qu'Alexandre Paquet, qui est le CEO de l'entreprise LeadFox, Oui. qui est une compagnie qui permet de faire les landing pages de capture, ainsi que de l'automation marketing. Et finalement, il y a Martin Latulippe qui va nous parler de comment est-ce qu'il a fait pour générer son 3,4 millions de lancement là, à chaque année. Comment est-ce qu'il fait pour faire cet argent-là? C'est terrible, hein? Fait que là, je donne vraiment les grosses questions sur, combien il donne à ses affiliés, combien ça coûte faire l'événement, c'est quoi sa structure d'email, c'est quoi exactement sa stratégie. Fait que vraiment, là, ça va être intéressant. Il est venu nous parler de la peur de se lancer en affaires il y a quelques épisodes. Je pense que c'est l'épisode 25. Il est venu nous parler de la peur que les gens ont de se lancer en affaires. Martin Latulippe, c'était vraiment, vraiment bien comme contenu. Deuxième question. C'est un super orateur. Excuse-moi? C'est tellement un bon orateur que tu peux juste lui dire « go », puis il est parti pendant 45 minutes, t'as rien à faire. C'est le meilleur invité à recevoir en podcast. C'est vrai, tout à fait. Où sera Olivier Lambert en 2022? Donc, on est en 2017. Si mes maths sont bonnes, ça fait 5 ans, ça. En 5 ans, c'est quand même... Écoute, j'ai pas de plan qui vont aussi loin que ça. J'ai des plans sur 2 ans, mais j'ai pas de plan sur 5 ans. Mais je peux t'expliquer grossièrement la stratégie que j'ai en place pour les prochaines années. Donc,
Là, présentement, j'ai La Tranchée, qui est mon entreprise de formation. On a lancé Double ta valeur, qui est un blog sur la productivité. On est en train de lancer The Amazing Blanket, qui est un produit de e-commerce, un produit physique, qui est une couverture lourde qu'on va vendre aux gens. Et fait que ça fait à peu près une business par année qu'on lance depuis 3 ans, de cette façon-là. Et je pense continuer dans cette tangente-là. Probablement que mon prochain projet, ça va être un projet de logiciel. Ça va être un software qu'on va vendre. Parce que la programmation, c'est une de mes passions. Ça fait longtemps que je vais avoir un projet dans ce créneau-là. Et je crois que je vais tout simplement continuer à lancer une entreprise par année en détaillant les processus sur La Tranchée, qui reste tout de même le cœur de ma vie entrepreneuriale, qui reste, c'est mon bébé, c'est ma mission principale, c'est de stimuler l'entrepreneuriat, de permettre aux gens de donner les ressources aux gens qui veulent se lancer, de le faire puis d'avoir du succès en le faisant. Moi, j'ai eu certains avantages dans la vie pour être capable de me lancer en entreprise, dont je parle en anglais. Honnêtement, j'ai été très chanceux à cause que quand je suis un petit gars de Shawinigan, il n'y a pas vraiment beaucoup d'anglophones à Shawinigan. Fait que j'ai été chanceux d'apprendre à parler anglais, mais de 2, d'être autodidacte. Moi, j'aime pas ça avoir un professeur. J'haïs ça. Ça me fait chier. Je suis très, très orgueilleux dans mon apprentissage, fait que ça m'aide pas. Fait que c'est pas tout le monde qui a ces traits de personnalité-là, et c'est certainement pas tout le monde qui parle en anglais non plus. Fait que d'être capable de donner un exemple de ce qui peut se faire lorsqu'on est un francophone, et puis d'avoir une communauté de personnes qui sont là pour te soutenir, qui vivent les mêmes épreuves que toi et qui vont te dire « Non, mais c'est correct, c'est normal, on passe tous par là ». Ou encore de donner un coup de pied dans le cul. J'ai eu une consultation la semaine passée avec quelqu'un qui avait pris justement une promotion que je fais parfois. Je donne 1 heure de consultation à l'achat d'une formation. Et puis la personne elle avait tout son site était fait. Là. Il était sur Squarespace, il y avait déjà des articles, ses pages de vente étaient écœurantes, c'était vraiment bien. Il manquait son lead magnet. Et cette personne-là n'avait pas publié son site web encore. Aïe, aïe. Elle attendait, elle me disait, est-ce que je devrais engager un graphiste pour passer par-dessus le design? Son site était beau, là, il était beau. Il était vraiment sharp. Mais elle voulait pas se lancer. Il ne voulait pas encore publier son site. Fait que d'avoir quelqu'un qui dit, non, regarde, il faut pas sur publier live là. C'est là que ça se passe. C'est bien ce que tu fais, c'est correct, tu es dans la bonne voie. D'avoir ce genre de support-là, ça rassure les gens puis ça leur permet justement de passer à l'action et d'être productif. Hein? Fait que il y a comme toute une espèce de... C'est comme tout interrelié, voilà. Exactement. Ou dans 5 ans, je ne sais pas, probablement à Montréal ou à Québec ou à Trois-Rivières, mais définitivement au Québec et définitivement encore en train de parler d'entrepreneuriat. Sur un yacht avec un hélicoptère dessus. Peut-être. J'ai pas encore abandonné cette idée-là. Je ne sais pas si c'est réaliste par contre. Peut-être 10. Ouais, mettons. Dernière question. Il y a une espèce de bataille sur le web présentement entre experts, pas experts, consultants, formateurs, etc. J'aimerais ça avoir un peu ton idée à travers ça de ce que ça représente pour toi, consultant versus expert versus formateur, etc. Comment toi tu te situes à l'intérieur de cette sphère-là? Bon, il y a quelque chose que je veux qu'il soit excessivement clair, qui est, oui, je vends des formations, mais mon angle de communication, la façon que je fais mes posts, la façon que je fais mes formations, mes cours, mes podcasts, c'est tout le temps de ce point de vue épistémologique-là qui est, je suis un étudiant qui partage son parcours avec les autres. Je suis peut-être 1 ou 2 étapes en avant de toi, mais je ne suis pas le maître. J'ai pas la vérité infuse. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui m'écrit un email, qui me dit « Olivier, est-ce que je devrais me faire une application mobile pour ce projet-là? Je ferais ça avec. » J'ai dit « Écoute, gros, de ce que je vois, je pense pas que ce serait pertinent. » Mettons que c'est pas le cas, là. Je dis « Je pense pas que ce serait pertinent. Je pense que tu vas perdre ton argent. Mais, ceci étant dit, je suis pas dans tes shoes. Je sais pas qu'est-ce que toi, tu sais. Ça se peut que j'aie tort, mais de mon expérience, de ce que j'ai vu, je crois pas que ça soit une bonne idée. Je dis pas c'est pas une bonne idée. Je dis je ne pense pas selon mon expérience. Ça se peut que j'aie tort. Et quelqu'un qui dit qui donne une vérité absolue, systématiquement, il faut être méfiant de ça.
Puis même quand quelqu'un il se positionne comme moi, il faut quand même être méfiant de ça. Il faut se poser des questions sur les chiffres qu'ils nous donnent. Quelque chose que je fais, que peu de marketeurs font, c'est que je vais donner exactement combien j'ai eu de visites, combien j'ai eu d'inscriptions, combien j'ai eu de ventes, combien qui a passé en publicité, combien j'ai eu de revenus. Fait que je donne l'ensemble de mes chiffres, j'essaie d'être le plus transparent possible pour faire en sorte que les gens connaissent la vraie réalité derrière le lancement d'une entreprise. Fait que si quelqu'un il se pointe et qui dit « je fais 15 000 euros par mois », eh bien, ça se peut très bien que la personne ait investi 16 000 euros en publicité Facebook pour être capable de générer ces 15 000 euros. Juste un chiffre d'affaires comme ça ne veut rien dire. Fait que de dire, tu sais, comme les espèces d'experts, influenceurs, gourous, il y a définitivement un marché présentement pour être capable de vendre des produits d'information aux gens. Et il y a définitivement présentement des arnaqueurs qui en tirent avantage. Mais ça, c'est rien de nouveau. On peut juste penser peut-être à ACN, qui est une compagnie c'est une compagnie de vente de produits. En fait, tu es un vendeur, mais ils te vendent le rêve d'être un travailleur indépendant, autonome, qui a plein d'argent et que ça va être facile et que ça va être rapide. Ouais. Donc, c'est exactement le même pitch de vente que les gens vont faire avec d'autres produits X, Y, Z. Est-ce que ça veut dire que le produit de base est pas bon? J'en ai aucune idée. J'ai jamais été dans ACN, j'ai jamais utilisé leur produit. C'est un bon produit. Ceci étant dit, c'est un bon produit ACN pour avoir déjà été en contact avec l'entreprise. Là. C'est un bon produit. C'est juste qu'effectivement, il y a beaucoup de make-believe autour de l'entreprise. Exactement. Fait que moi, je pense que c'est... je comprends le malaise que certains entre guillemets, experts ont envers les autres, entre guillemets, experts. Mais il y a une chose qui est sûre, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose d'excessivement pertinent sur le groupe de Kim Auclair l'autre jour, qui est, by the way, si vous n'êtes pas sur le groupe de Kim Auclair, allez vous inscrire. C'est dans la tête des entrepreneurs sur Facebook. C'est un groupe qui est ouvert. Vous pouvez aller là-dessus. Les échanges sont super intéressants. Et la personne qui parlait justement de cette discussion-là, genre les experts versus consultants versus des gourous, tout ce genre de choses-là, elle a dit « Moi, j'ai aucun problème avec une personne qui se proclame comme expert puis qui dit n'importe quoi. Moi, ce que j'ai comme problème, c'est un problème envers les gens qui vont gober tout et n'importe quoi sans se poser de questions. Fait il faut être vigilant sur Internet, il faut être vigilant en affaires. Si tu crois qu'est-ce que n'importe qui va te dire, tu n'es pas fait pour être un entrepreneur parce que tu vas te faire avoir assez rapidement. Exact. Tout à fait. Ouais, fait que c'est pas mal ça que j'en pense. OK. Il y avait comme un contexte autour de ça. Il y a eu des discussions sur le web cette semaine, justement, sur le fameux dans la tête d'un entrepreneur, le fameux groupe de Kim. Et puis, mais bref, t'as bien répondu à la question en rapport avec cette espèce d'imbroglio-là qu'il y avait cette semaine sur... je pense que je serais un bon politicien. Ouais, pas pire pas tout. 2020, Oliver for president. À la place de M. Trump. Olivier, le mot de la fin, t'en reviens. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois pour toi? Tu as parlé d'une couple de trucs tantôt, mais concrètement, là, à court terme, qu'est-ce qui s'en vient? La vente du livre Double ta valeur va être vers mi-novembre. La pré-vente de ma couverte, qui est ma The Amazing Blanket. En fait, c'est une couverte qui pèse entre 15 et 25 livres. Et le fait qu'elle soit lourde, c'est comme si ça te faisait tout le temps un câlin, ce qui augmente ton oxytocine, ce qui augmente ta sérotonine, ce qui augmente ta dopamine, ce qui permet d'être plus concentré, et ta sérotonine se transforme en mélatonine le soir, ce qui aide beaucoup pour les gens qui font de l'insomnie. Si tu as de la misère à te concentrer, c'est le genre de produit qui pourrait être intéressant à cause que traditionnellement, c'est le genre de produit qu'on achète pour des enfants qui ont des troubles de déficit d'attention, qui font de l'autisme, ce genre de choses-là. Ça les calme, ça les concentre. Eh bien, c'est quoi? Ça peut également être utilisé pour des adultes complètement normaux. Ça aide pour l'anxiété, le stress, ce genre de choses-là. Fait qu'on lance ce produit-là, on va faire une pré-vente pour être capable de financer la première batch de produits. Ben, ça coûte un bras, ces petites couvertes-là. Fait qu'on va faire ça, je te dirais, là, d'ici la fin octobre. Donc, ça va déjà s'être passé. D'après moi, ben, ils vont déjà être en vente. Donc, il y a ça. Il y a le livre. Ensuite de ça, il y a des podcasts qui sortent à toutes les semaines. Il y a la formation Facebook avancée qui va sortir d'ici janvier, qui est probablement la meilleure formation Facebook comme
de loin là, au niveau de la qualité de production, au niveau des différentes stratégies. On a, entre autres, une étude de cas dedans qui va être partagée. Je suis en train de faire la campagne électorale du maire de Trois-Rivières. Fait qu'on on va partager les résultats de ça dans cette formation-là. On va tout montrer les pubs qu'on a faites pour lui, les différentes stratégies, etc. Fait que ça va être super intéressant. Il va y avoir d'autres entreprises aussi qu'on va partager leurs chiffres. Fait que ça aussi, ça va être cool. Fait que c'est ces 3 trucs-là, je pense, qui s'en viennent. C'est quand même pas mal. Fait que t'es le Gary Vaynerchuk de Trois-Rivières, dans le fond, qui avait fait la campagne de Barack Obama à l'époque. Je savais pas que c'était Gary qui avait fait la campagne de Barack. La première, ouais. Tout ce qui est gestion de médias sociaux avec Barack, au départ, il avait été impliqué là-dedans. Il s'en est jamais vanté, mais effectivement, il était derrière ça. C'est quand même très cool. Ben, écoute, ça a l'air que je suis le Gary Vaynerchuk de Trois-Rivières. Et voilà. C'est vraiment pas embêtant, ça, comme comparaison, honnêtement. Pas du tout. Olivier, un gros merci d'avoir participé à l'accélérateur. C'est très, très, très apprécié. Puis, on se reparle bientôt. Parfait. Ben, merci à toi. Merci. Ciao. Alors, un gros merci à Olivier pour son temps et également pour le contenu qu'il nous a livré tout au long de cet épisode-là. Je dois vous dire que ce qu'il nous a livré, ce n'est qu'une infime partie de ce qui se trouve dans son livre, qui est évidemment, le lien est évidemment dans les notes de l'épisode. Mais il y a une quantité incroyable de ressources et d'outils qui sont partagés à l'intérieur de ce livre-là. Et je pense que les gens qui veulent améliorer vraiment cette facette-là de leur vie d'entrepreneur, vous allez vraiment y trouver une mine d'or au niveau des outils, au niveau des ressources et de la valeur qui est mise dans ce livre-là. Alors, je vous encourage à y jeter un œil. Comme je vous disais, c'est mis dans les liens de l'épisode, dans les notes de l'épisode. Alors, ne vous gênez surtout pas pour aller consulter et définitivement que vous allez y trouver votre compte à ce niveau-là. Dans les notes de l'épisode, je vais également vous inviter à jeter un œil sur les 3 formations qu'Olivier a créé durant les derniers, 24 mois environ. Donc, il y a une formation qui se fait sur la publicité Facebook. Il y en a une autre qui est sur la création d'un blog, comme on a déjà parlé. Et il y en a un autre qui est sur le marketing par courriel. Alors, je vous invite à jeter un œil là-dessus. Si jamais il y a des sujets là-dedans qui vous intéressent, définitivement qu'Olivier est en mesure de vous aider à ce niveau-là. Pour ma part, ce sont des formations que j'ai tous suivies. Et je peux vous dire qu'il y a du contenu vraiment incroyable là-dedans. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui apporte énormément de valeur dans tout ce qu'il fait. Et dans les articles de blog qu'il fait ou encore dans les formations. Alors, vous allez gagner à prendre contact avec lui dans ces différentes formations-là. Donc, je vais les mettre également dans les notes de l'épisode, même si ça n'a pas nécessairement un lien direct avec la productivité. Mais je pense que ça peut vous apporter de la valeur à vous également. Donc, je vais mettre ça dans les notes de l'épisode. Je vous rappelle en terminant le petit défi qu'on s'était fixé en début d'épisode, c'est-à-dire que je vous disais de penser à 2 entrepreneurs qui pourraient être intéressés par le sujet du jour, qui avaient peut-être des trucs ou des facettes à améliorer du côté de la productivité dans leur vie d'entrepreneur. Eh bien, c'est le temps, là, au moment où on se parle, de partager cet épisode-là et de faire découvrir Olivier Lambert ainsi que son livre et de faire découvrir par le fait même le podcast Accélérateur à 2 entrepreneurs auxquels vous avez pensé pendant cette entrevue-là. Alors, n'hésitez pas à leur partager le podcast que vous venez d'entendre. Je pense que ça peut leur apporter beaucoup de valeur. Ça va leur faire découvrir Olivier, le podcast, et je vous en remercie déjà à l'avance. Voilà donc qui termine cet épisode 39. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 40. D'ici là, soyez bons, soyez sages, et je vous dis ciao!